En tout cas, vous l'aurez compris, l'hiver approche. Voilà peut-être un lieu que vous aurez plaisir à retrouver, le cinéma. Et oui, les salles obscures qui malheureusement sont tout simplement désertées le mois dernier. 7 millions de spectateurs, le plus mauvais résultat depuis 1980, sans parler de l'année 2020, bien sûr, celle de la pandémie. Ajoutez à cela le prix du billet, 2 fois plus cher qu'un abonnement à une plateforme de streaming. Je regarde pas mal de films en VOD à la maison. À côté de chez moi, c'est 15 € la place. Donc, si je suis pas sûr que ça va être vraiment un film qui vaut le coup d'être vu au cinéma, je vais avoir tendance à attendre de le voir en VOD ou autre. Les gens n'ont plus envie d'y aller. Voilà, il y a une vraie cassure entre le cinéma et son public. Surprised but it's true. I bet you thought you'd seen the last of me. J'ai beaucoup de souvenirs de cinéma qui me sont précieux. Oui, ce sont pas mes exemples les plus cinéphiles, bon, il y en a, mais ce sont ceux auxquels les gens peuvent le plus facilement s'identifier et se dire que ouais, c'est vrai que c'était quand même pas mal à voir ce grand écran. Là d'ailleurs, bien que ça monte il y a bien longtemps, je me souviens encore sortir de Cars 2 dans mon vieux cinéma à Détanneur et dire à ma mère que plus tard je vais être projectionniste. Film's a fucking pain in my ass. With digital, I just push a button. Bon, depuis les métiers ont évolué, et je préfère être derrière la caméra que derrière le projecteur. Mais j'ai toujours cette petite curiosité de savoir quel est leur rôle aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons voir ensemble la grande histoire de la projection, d'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui. Parce que oui, ça remonte à aussi loin. Le 28 décembre 1895, c'est la date que l'on répète 10 fois par heure en l'essence du cinéma. Et pour cause, on lui attribue souvent la naissance du cinéma, rien que ça. Et nous le reverrons plus tard, mais oui, le 28 décembre 1895, c'est bien le jour où a eu la première projection publique payante. Mais nous allons voir que le cinéma vivait déjà bien avant cela. La culture de l'image est extrêmement présente dans toute l'histoire de l'humanité et on a toujours eu ce besoin en fait de vouloir représenter ce que nous voyons et notamment c'est surtout de représenter donc le mouvement. D'ailleurs, tout le cinéma, ça vient de kinéma, donc mouvement, et de graphen, donc l'écriture du mouvement. Et on peut retrouver vraiment des origines, on peut remonter très loin. Par exemple, vous avez la grotte de Chauvet, qui date de 31 000 avant Jésus-Christ. À l'intérieur de cette grotte, on a le panneau du galop des chevaux, où justement nous pouvons donc distinguer le mouvement en fait, des pattes de ces différents chevaux, qui sont superposés les unes aux autres. Il y a une sorte d'effet d'effacement avec les stands qui était volontaire et qui donne déjà cette illusion de mouvement. Ensuite, pendant l'Antiquité, on va avoir énormément d'expériences et beaucoup de réflexions. On peut penser par exemple à l'allégorie de la caverne de Platon, avec donc des spectateurs qui sont enchaînés et qui regardent l'ombre d'objets sur un mur. Et ensuite, c'est en sortant de cette caverne-là qu'ils vont se rendre compte de cette réalité. Dans l'Antiquité égyptienne notamment, pour avoir une meilleure communion avec les différents dieux, on n'hésitait pas à mettre en scène en utilisant des objets, de la lumière, qu'on projetait sur de la fumée pour avoir une meilleure représentation de cette divinité. Et aussi, vous avez une invention qui commence un petit peu à être élaborée au IVe siècle avant Jésus-Christ par Aristote. Ça va être le concept de chambre noire qui va arriver plus tard à la photographie. C'est justement, donc, dans Problematica, Aristote, il évoque une expérience. Il s'est rendu compte que dans une pièce totalement obscure, si on y installe un petit trou, qu'on va appeler plus tard le sténopé, ça permet en fait de projeter sur le mur l'image inversée des objets qui sont à l'extérieur de cette pièce. Ensuite, on aura donc beaucoup de réflexions. Vous avez un mathématicien arabe au XIe siècle qui va en construire une à taille humaine. Et ça donnait vraiment un spectacle récurrent où vous aviez donc des spectateurs qui allaient s'enfermer dans cette salle, simplement pour observer ce qui était de l'autre côté, regarder un petit peu cette image inversée qui était floue. Il faudra attendre ensuite le XVIe siècle pour qu'on y ajoute une lentille, pour avoir davantage de netteté. Et cette fois-ci, au XVIIe siècle, on a une brillante invention qu'on va appeler donc la lanterne magique. Alors, elle portait pas forcément son nom au début, son origine est assez floue. Par contre, ce que l'on sait, c'est que vous avez donc un physicien qui s'appelle Athanase Kircher, qui va donc justement la décrire dans un ouvrage. Donc c'est une lanterne magique, hein, on peignait à la main des images sur une plaque en verre, qui était ensuite projetée sur les murs avec un appareil qui était doté d'une lentille.
Et par exemple, un des premiers spectacles, c'était inspiré de La Danse de la mort, donc qui était une série d'illustrations qui était assez célèbre à cette époque, où on voit un squelette qui ôte et remet sa tête. Donc c'est une invention qui va avoir un immense succès dès la fin du XVIIe siècle. On va pouvoir même la retrouver en Chine. Cette lanterne magique, elle va être utilisée donc de différentes manières, que ce soit donc dans des fêtes foraines, dans des salons. En tout cas, on avait des projections publiques. Elle va aussi connaître différentes inventions. Au XIXe siècle, on peut parler du fantascope, qui est le premier appareil de rétroprojection. Ça veut dire qu'on avait un grand drap blanc qui était placé dans les pièces. Le fantascope était derrière et donc il projetait l'image inversée sur le drap. Et ce qui était un mécanisme qui était assez intéressant, c'est qu'on pouvait avoir un travelling avant. Ça veut dire que la personne qui utilisait la lanterne magique pouvait l'avancer ou la reculer, si bien que ça rétrécissait ou agrandissait certaines images. And the people are gigantic. What people? You said the people in the movie are gigantic. Et aussi, c'est un peu l'origine des vues fondantes, car lorsqu'on changeait de plaque, on avait cette disparition de la plaque précédente sur la nouvelle plaque qui apparaissait. Alors, au cours du XIXe siècle, on va avoir toute une série de jeux optiques et qui sont toutes basés en fait sur le principe de persistance Big rétinienne. machine called a projector. Inside, there's a big bright light. These photographs move past the light really fast, 24 photos in every second. Now, in your brain, each photograph stays for about a 15th of a second. That's called persistence of vision. The photographs move past faster than your brain can let go of them, and that's how the movie projector tricks us into believing that motionless pictures are moving. Vous avez par exemple dans les années 30, Joseph Plateau qui réfléchit un petit peu à cette notion et il constate que si on utilise des images à un rythme de 12 images par seconde, on a justement cette illusion de mouvement qui est représentée. Alors on a différents jouets, vous avez en 1825, on a le Thaumatrope qui a été utilisé, c'est une sorte de plaque où, alors, l'exemple le plus connu, vous avez d'un côté, vous avez un oiseau qui est dessiné, de l'autre, vous avez une cage, et lorsqu'on tourne de manière très rapide en fait ces deux plaques en utilisant juste un système de fil, ça crée l'illusion que l'oiseau se retrouve à l'intérieur de cette cage. Joseph Plateau, il va également utiliser un procédé, donc c'est une sorte de plaque circulaire qu'on peut faire tourner à toute vitesse et qui va créer l'illusion en fait d'un personnage qui est en train de courir. Et sinon, vous avez différents jouets que nous pouvons retrouver ici. Vous avez par exemple le praxinoscope qui fonctionne avec un tambour où on représente justement la décomposition du mouvement dessus et un système de miroir donc où on voit justement ce mouvement qui s'immobilise en fait sur ce miroir. On construit le même système avec le zootrope. Voilà, donc il y a déjà toute cette notion qui arrive. Et au 19e siècle, vous avez aussi tout un débat. Et là, je reviens un petit peu sur l'histoire des chevaux que j'ai évoqué avec la grotte de Chauvet. C'est les artistes, notamment, pour représenter un cheval au galop, ils s'interrogent, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que le cheval va avoir en fait ses quatre fers en l'air? Alors, il y a tout un débat autour, et vous avez un scientifique britannique qui part aux États-Unis, qui s'appelle Edward Muybridge. Il se retrouve avec l'ancien gouverneur de Californie, Leland Stanford, qui lui propose justement de faire une expérience où Muybridge va pouvoir prendre en photo avec deux appareils successifs le galop donc d'une de ses juments pour pouvoir trouver. Donc en gros, il va installer 12 appareils photo qui ont chacun un intervalle avec des cordes qui vont être tendues et lorsque le cheval en fait va passer devant au galop, il va en fait déclencher ces différents appareils. Et ce qui va permettre donc de pouvoir constater à travers ces images-là justement qu'à un instant, les quatre fers en fait du cheval sont en l'air, ce qui va absolument révolutionner notre manière de voir. Et en 1899, Thomas Edison, qui est un des grands inventeurs de tout ce qui concerne l'électricité, qui est à la tête d'une grande firme qu'on appelle General Electric, il va inventer en fait deux procédés. Un kinétographe qui va lui permettre de filmer et de décomposer le mouvement de ce qu'il filme, et un kinétoscope qui va permettre de pouvoir le diffuser. Alors, un kinétoscope, c'est assez différent. Hein. Cette fois-ci, c'est pas du tout un appareil de projection, c'est individuel. C'est-à-dire qu'on regarde dans une sorte de petite lunette, on tourne une manivelle, ce qui actionne la pellicule à l'intérieur, et c'est donc là qu'on peut voir enfin des images en mouvement. Et Thomas Edison, il va même aller plus loin, c'est que dès 1894, il va utiliser un phonographe qu'il va mettre à l'intérieur du kinétoscope, donc ça va devenir un kinétophone. Et lorsqu'il tourne avec des écouteurs, on pouvait aussi avoir un son qui était diffusé en même temps que ces images-là. Moi, je m'occupe de la programmation du cinéma pour les Deux-Sènes, qui est la scène nationale de Besançon. Et il y a dans le projet des Deux-Sènes un projet de cinéma. Le cinéma se déroule donc au Petit Cœur-Salle de Besançon. Le Cœur-Salle, c'est donc une salle municipale polyvalente, mais qui est aussi un cinéma entre 5 et 10 jours par mois. C'est une convention qu'on a entre le Cœur-Salle, la ville de Besançon, le Centre national du cinéma aussi.
Donc c'est pas tout à fait le même travail que le directeur d'un cinéma classique. Jean-Michel Cretin est le programmateur du cinéma Le Petit Cursal à Besançon, ville de naissance des frères Lumière. Et bon, à Besançon, on y mange de la tartiflette, de la raclette, de la morbiflette, bref, tout ce qui va se terminer en hête. Mais à Besançon, il y a aussi bien évidemment le Mégarama, où j'ai pu enchaîner les pires films de ma vie. Il y a aussi le Victor Hugo et le Petit Cursal, eux, deux cinémas beaucoup plus centrés art et essai. Pour anecdote, durant la Seconde Guerre mondiale, les films violents étaient interdits à Besançon pour préserver en partie le bon moral des soldats en convalescence. Soldat du Fourquet, 3e escadrille de Besançon. Connaissez Besançon? Non, évidemment. Fario est brésilien. Malheureusement, beaucoup de cinémas de cette époque ont tous disparu au fur et à mesure du temps, sauf un, et c'est pour cela que le Petit Cursal est aujourd'hui le plus vieux cinéma de Besançon encore en activité. Donc oui, on est dans la continuité d'une histoire du cinéma à Besançon, et c'était la volonté des deux scènes de faire en sorte au départ de Jacques Materne, qui était le précédent programmateur, la ville n'arrête pas son activité de cinéma, mais qu'elle soit reprise par la scène nationale, qui elle faisait un peu de cinéma à Planoise, mais de manière extrêmement réduite. En juillet 1894, le kinétoscope de Thomas Edison est présenté à Paris. Le père donc, des Frères Lumière y assiste. Lorsqu'il rentre à Lyon, il va donc raconter cette découverte en disant que ce qui manque vraiment avec cet appareil, c'est de pouvoir projeter sur un mur à un public ces images-là. Et les Frères Lumière vont donc déposer le 13 février 1895 un brevet. Donc ça va être l'invention du cinématographe, donc qui va être un appareil qui permet de faire trois choses, qui permet donc d'enregistrer des images sur une pellicule, alors qui serait une pellicule différente d'Edison, parce que pour ne pas forcément plagier toute l'invention. C'est un appareil qui va permettre de tirer la pellicule, c'est-à-dire que si on oriente en face d'un mur blanc, on peut donc imprimer donc, le graphique de la pellicule sur une pellicule vierge en positif. Et ensuite, le troisième procédé, ça va être du temps qu'on peut le projeter à un public en fait sur un mur ou sur une toile blanche principalement. Et ensuite, on a donc cette célèbre projection du 28 décembre 1895, donc dans le salon indien du Grand Café à Paris, où on a donc cette première projection publique payante du cinématographe qui va donc définir ce à quoi ressemble le cinéma et les futures salles de projection. Ça veut dire que le kinétoscope va être balayé. C'est des projections individuelles et on va pouvoir avoir beaucoup plus d'argent en projetant sur un mur ces films à un large public. Et voilà, vous avez donc une série de 10 vues lumière qui sont diffusées à ce moment-là et qui vont vraiment marquer tout le XXe siècle. Et lors de cette projection, vous avez des artistes comme Méliès qui étaient présents. Méliès a voulu acheter un cinématographe au père des Frères Lumière, il a refusé. Et donc Méliès va se rendre en Angleterre, il va utiliser ce qu'on appelle un animatographe qui va modifier pour pouvoir se rapprocher le plus du cinématographe, il va commencer à réaliser ses différents films. Méliès, il possède un théâtre de magie, donc Robert Houdin à Paris, et il va donc utiliser cette fois-ci, il va se dire que le cinématographe, cette invention va être le meilleur moyen de pouvoir renforcer les trucages du théâtre, notamment avec l'arrêt de caméra pour faire apparaître ou disparaître des personnages. Et il va donc inventer en fait toute une série de ce qu'on va appeler, qui vont sortir en fait des films à trucs. Avec la diffusion de ces films-là, la Société Lumière va décider dès janvier 1896 d'avoir une salle de cinéma qui va être dédiée uniquement à la projection donc, des vues lumière donc, à Lyon. C'est d'ailleurs l'une des salles en dur pour le cinématographe qui va durer le plus longtemps, de 1896 à 1902, tandis qu'on a d'autres expériences, par exemple aux États-Unis, où ça ne va pas fonctionner beaucoup. Ce qui va surtout fonctionner principalement, ça va être diffusé dans les fêtes foraines, soit dans des salons, soit dans des théâtres. Il y avait tout un peu toute cette idée autour et notamment les films étaient achetés. Ça veut dire que vous aviez les différentes vues lumière étaient achetées par catalogue. On avait toute une série de films qui étaient ensuite diffusés. Ça appartenait cette fois-ci aux forains, par exemple. Et il va falloir attendre le début du XXe siècle, notamment en 1907. On va voir commencer à avoir le développement des salles fixes pour le cinéma, parce que justement, les sociétés de production vont vouloir avoir un meilleur contrôle sur leurs films. Ils vont arrêter de les vendre, mais ils vont commencer à les louer pour avoir donc ce contrôle. Et c'est donc là vont commencer à se développer toutes ces salles de cinéma. Donc par exemple, aux États-Unis, vous avez dès 1905 ce qu'on appelle les Nickelodeon, donc qui étaient des cinémas qui diffusaient de 8h du matin jusqu'à minuit des séries en fait de petits films. On continue, souvent c'était des petits projets de 15 minutes. On recense à cette époque-là à peu près 26 millions de spectateurs aux États-Unis pour ce type de cinéma-là. Et surtout, c'est un cinéma qui était qui était pas cher du tout. Nickelodeon, ça vient de nickel. Un nickel, en fait, c'est à peu près l'équivalent de 5 cents. Et vous allez donc avoir toute cette série-là, et plutôt en Europe, on va commencer à avoir le développement dès les années 10 de grands cinémas, notamment à Paris, vous avez le Palace Gaumont qui va pouvoir accueillir 3400 spectateurs.
On cherche aussi vraiment à améliorer le confort et le ressenti par rapport à ces différentes projections. Et dès l'exposition universelle à Paris en 1900, on a une expérience, par exemple au niveau du cinéma sonore, où on va installer justement des petites enceintes à l'intérieur d'une salle. Il y a des oreillettes aussi pour les spectateurs, et on diffuse depuis un phonographe justement du son que peuvent entendre les spectateurs. Je crois qu'il y a aussi même une expérience où vous avez des acteurs de théâtre qui parlaient depuis un micro et qu'on pouvait les écouter et commenter les images qui étaient vues. Alors très vite, nous allons quitter un peu ce cinéma d'attraction très court, qui était juste là pour amuser des spectateurs, pour arriver vers un cinéma qui va être davantage narratif. Dès les années 1900, on va commencer à adapter des romans, à adapter des pièces de théâtre, à utiliser des faits divers, hein. On peut penser par exemple au vol du Grand Rapide d'Evin Porter qui date de 1903. Alors souvent on le reconnaît pour être un des précurseurs du western, mais c'est d'abord un fait divers qui a eu lieu en 1896. Qui était raconté. Et en fait, on va avoir tout ce développement du cinéma narratif qui va se développer. Et aussi, il va y avoir une idée à partir de 1908 pour pouvoir fidéliser les spectateurs, pour que les spectateurs reviennent souvent voir ces différentes projections. On va commencer cette fois-ci par la projection de films serial. Ça veut dire donc des films qui vont être divisés en plusieurs épisodes, qui vont permettre en fait de pousser les spectateurs à venir au moins une fois par semaine. C'est à partir de là, par exemple, on va commencer à avoir la notion un petit peu du film du samedi soir dans les sorties très populaires de cette période. Et donc dans ce cinéma narratif, on va commencer aussi à avoir un cinéma qui va être de plus en plus long et qui va vraiment s'imposer. Voilà, donc le cinéma, c'est vraiment l'art qui va être le plus accessible, beaucoup plus que le théâtre, et qui va vraiment donc se diffuser là. Aux États-Unis, en parallèle, vous allez avoir tout le développement justement des grandes majors hollywoodiennes. On y fait tout, c'est-à-dire qu'on va y réfléchir les films, on va les tourner, on va s'occuper aussi de l'exploitation et de la distribution. Donc dès 1928, vous allez avoir justement donc les grandes majors qui apparaissent à Hollywood. Donc ces grandes majors, donc vous avez les Big Five, donc composées à la fois donc de la Fox, de la Warner, de la Paramount, de la MGM et de la RKO. Et en fait, en gros, ces Big Five, ce sont les seuls qui vont pouvoir contrôler en fait elles vont acheter toute une série de salles de cinéma pour contrôler la diffusion des films. Et les autres studios vont devoir passer par ces grandes salles de cinéma. Avec le cinéma, on va avoir toute une série d'innovations. Alors souvent, on va retenir certaines dates. Par exemple, on va retenir 1927 avec l'arrivée du son enregistré, standardisé. On va retenir 1935 avec le premier film de Becky Sharp qui va être entièrement en couleur. Par contre, en fait, dès l'origine du cinéma, on a déjà en fait cette volonté d'innovation. C'est-à-dire qu'on trouve déjà donc des films qui étaient colorisés à la main dès 1895. Vous avez par exemple Les Forgerons des Frères Lumière, et vous avez même un film donc, de Thomas Edison, c'est Danse serpentine d'Annabelle, qui date de 1895 et qui est en couleur aussi. Et le cinéma sonore arrive extrêmement vite. Vous avez les phonocènes hein, de Gaumont, notamment, qui ont été tournés pour une grande partie par Alice Guy à partir de 1905, 1906, 1907. Mais tout ça, en fait, c'est des procédés qui vont disparaître peu à peu, parce qu'en fait, on va pas avoir un très grand attrait du public, mais aussi les salles de projection, finalement, elles vont pas forcément avoir envie de se lancer dedans. Les films en couleur hein, qui étaient colorisés à la main, ils avaient vraiment des coûts assez différents. Vous avez par exemple certains films de Méliès, vous avez une version qui est entièrement noir et blanc qui va coûter 93 $. Une version qui est partiellement colorisée, on va être autour des 170 $. Et entièrement colorisée, on va être autour des 230 $. Donc c'est vrai que c'est un coût qui est beaucoup plus important. Et surtout ce qu'on va retenir, c'est même si vous avez certains éléments pour filmer en couleur, on peut penser par exemple en 1909 donc, du Kinemacolor de Charles Urban, donc, qui était donc, une caméra, donc on a des vidéolobturateurs pour mettre un filtre rouge et un filtre bleu-vert. Et il fallait utiliser en fait des projecteurs qui avaient également justement ces filtres qui devaient être ajoutés dessus, donc il y avait un coût qui était assez important. L'image aussi n'était pas forcément top, il fallait avoir une lumière qui était beaucoup plus importante, et aussi la pellicule doublée. Le Kinemacolor, c'est-à-dire qu'un photogramme sur deux était filmé avec un filtre vert et l'autre était filmé avec un filtre rouge. Donc on passait en fait du 16 images par seconde à du 32 images par seconde. Par contre, ça va commencer vraiment à basculer vers la fin des années 20, donc on a donc le son standardisé, enregistré. Le film le plus connu, ça va être Le Chanteur de Jazz de Alan Crowland, donc, qui est sorti en 1927 et produit par Warner Bros. Warner Bros, ils ont acheté l'exclusivité d'un contrat avec une société qu'on appelle le Vitaphone, qui consistait à avoir donc, une caméra qui était couplée avec un phonographe, où les deux
Donc l'image et le son étant enregistrés. Et dans les projections, si vous vous souvenez par exemple de Chantons sous la pluie, qui est un des meilleurs exemples de tous les désagréments qu'on pouvait avoir avec le Vitaphone, c'est que la projection, vous aviez donc 2 projecteurs qui étaient ensemble, chacun avec leur propre phonographe. Et lors du basculement d'un projecteur à l'autre, on pouvait avoir une désynchronisation du son qui était assez fréquente. Si bien que puisque Warner Bros avait donc l'exclusivité sur le Vitaphone, ça va pousser les autres studios, notamment la 20th Century Fox à la RKO, à développer leurs propres procédés. Eux, ça va plutôt être du son analogique, ça va être du son enregistré donc de manière électrique et qui va s'imprimer directement sur la pellicule. Alors vous avez les 2 types, hein, vous avez le Movietone. Le problème, c'est qu'il pouvait s'effacer très rapidement sur la pellicule et finalement, ça va être celui de la RKO, le Photosound, qui va surtout dominer et qui reprend vraiment où on a cette fois-ci toute la courbe du son qui apparaît. Pour la couleur, on va avoir une révolution. Vous avez donc Herbert Kalmus qui va créer le procédé Technicolor. Alors on n'en a pas eu qu'un seul, on va en avoir 4 entre 1919 et 1932. Alors je ne vais pas forcément revenir précisément sur tous ces procédés. L'idée, c'est de pouvoir imprimer donc directement toute la variété des couleurs sur la pellicule. Voilà, en sachant que la caméra donc, du 4e procédé de 1932 donc, coûtait à peu près 30 000 $. Et là, vous allez avoir donc une première expérience avec un court-métrage, La Cucaracha, donc qui est sorti en 1934 et en 1935, vous avez donc le premier long métrage entièrement en couleur, Becky Sharp, alors qui va avoir des couleurs qui vont être extrêmement criardes, qui ne vont pas être des réussites et là vous avez donc l'épouse d'Herbert Kalmus, donc Nathalie Kalmus, qui elle va prendre un petit peu le contrôle, elle va créer un service cette fois-ci qui est lié au Technicolor. Si on veut utiliser les caméras Technicolor, on va devoir en fait proposer un synopsis couleur du film et donc là tout le cinéma donc couleur va commencer à s'imposer, hein. On peut penser au 139, vous avez 2 grands longs métrages, tous les 2 donc réalisés en partie par Victor Fleming. Vous avez Le Magicien d'Oz, on a justement ce passage assez incroyable où on passe donc du monde réel en noir et blanc. Elle ouvre la porte et on arrive dans ce monde en couleur du pays d'Oz. Et aussi en parallèle, vous avez donc les films historiques, comme Autant n'emporte le vent, donc, qui est sorti aussi à ce moment-là. Entre 1936 et 1946, on va avoir seulement 178 films tournés en couleur, justement parce que Nathalie Kalmus voulait vraiment sortir les meilleurs films pour ne pas que les spectateurs soient dégoûtés de ce procédé. Elle a voulu garder ce contrôle-là. En parallèle, en termes de son aussi, on va avoir énormément de révolutions pour la projection en salle. Vous avez Disney, au début des années 40, ils vont sortir le procédé qu'on appelle le Fantasound, qui était justement un procédé avec 4 sorties différentes dans la salle. Une gauche, au centre, une à droite et une autre pour un son ambiant. Et ensuite, on va vraiment avoir toute cette révolution-là qui va se continuer et qui va surtout accompagner la volonté d'avoir des écrans qui sont de plus en plus grands. Vous avez à partir de 1952, vous avez le cinémascope qui apparaît. Le cinémascope était lui aussi accompagné par un système de son avec 4 sorties différentes. Vous avez le Panavision, où cette fois-ci on avait donc 6 sorties de son différentes. Le Cinérama qui est un système qui était assez intéressant. Vous aviez un écran géant avec 3 projecteurs. Vous avez une référence qui est assez célèbre dans 2 ménages de l'espace de Stanley Kubrick, avec ce monolithe qui ressemble un petit peu à une plaque photographique. Mais vous avez aussi donc 3 projecteurs qui sont autour, qui reprend le principe du Cinérama. Et dans le Cinérama, on avait jusqu'à 7 entrées sonores différentes. Ce qui est aussi intéressant en parlant de 2001, c'est que le Stanley Kubrick a pensé le film pour qu'il ait 6 pistes optiques et qu'il soit vu comme ça, alors qu'il n'y a quasiment aucun cinéma qui était capable de le faire. Il y a eu l'avant-première à Londres, une à New York, on a pu avoir ce procédé-là. À partir de 73, on a vraiment le développement du Dolby Stereo et qui va accompagner la sortie de la Guerre des Étoiles de George Lucas. Et George Lucas aussi, ensuite, il va prendre des financements et avec sa société, THX, il va développer donc, ce qu'on appelle le son 5.1 qui va donc développer au cinéma et ensuite que beaucoup de personnes vont avoir dans leur foyer à partir de la fin des années 90. I got you the big screen TV and THX quality sound that would make George Lucas cream in his pants. L'influence du cinéma d'ailleurs de la Guerre des Étoiles qui a changé le système du prix du ticket, qui était à la base une entrée, mais pas pour un film unique. Et les gens restaient dans la salle pour voir plusieurs fois le film, donc ils ont fini par faire payer pour voir une seule fois le film, plutôt que de rester dans la salle indéfiniment. Donc dans les années 40 et les années 50, on a vraiment une influence record dans les salles de cinéma. En France, notamment dans les années 50, on dépassait régulièrement les 400 millions d'entrées. 1957 va être la dernière année, donc 411 millions d'entrées. Et ensuite, on a vraiment un effondrement de la fréquentation des spectateurs. Alors, il peut y avoir plusieurs causes à ça, notamment une, ça a été l'arrivée de la télévision. Alors si aux États-Unis, vous avez à peu près un poste de télévision pour 5,9 habitants au début des années 50, vers la fin des années 50, pour la France, on est plutôt vers un poste pour 1000 habitants. Mais ça va commencer à se réduire
de plus en plus. À la télévision, aussi, dès 1959, on va commencer à diffuser des films de cinéma. Alors, pas des films récents, hein. Souvent, il fallait attendre 20 ans, des films qui avaient déjà 20 ans, qui passent. Par exemple, La Guerre des étoiles est sorti en 77 et il est passé pour la première fois à la fin des années 80, donc sur une chaîne télévisée. Donc toutes ces inventions technologiques comme le cinémascope, la couleur, toutes ces innovations sonores qu'on a évoquées donc précédemment vont vraiment jouer un rôle pour essayer de fidéliser ou en tout cas d'attirer davantage des spectateurs pour concurrencer, la télévision. On peut penser par exemple aux films d'horreur Hammer. C'est des films qui reprennent Le Comte de Dracula, Frankenstein, La Momie, qui reprennent un petit peu les films, les Universal Monsters des années 30. Dans Universal Monsters, on a vraiment, une colorimétrie ou un éclairage qui rappelle beaucoup les films noirs, avec énormément de jeux d'ombre. Tandis que dans les films Hammer, on va vraiment mettre en avant la couleur, le rouge, sang, dans l'image. Et en fait, c'est-à-dire qu'on a vraiment des films d'épouvante, mais qui sont extrêmement, éclairés. Par contre, on va avoir de moins en moins de spectateurs. À partir de 70, on va commencer cette fois-ci à développer donc ce qu'on appelle les multisalles. Ça veut dire donc des salles de cinéma où vous allez avoir donc plusieurs salles, pour les projections. Il faudra attendre les années 90 cette fois-ci pour avoir les grands complexes de salles de cinéma et vous avez vraiment cet effondrement va continuer dans les années 80, entre 1982 et 1988. On estime par exemple que on perd un tiers de fréquentation en fait dans les salles de cinéma, ce qui est extrêmement important et l'une des années records, jusqu'à l'arrivée du Covid, c'était 1992 où en France, on va compter uniquement 116 millions d'entrées et vous aviez par exemple beaucoup de journaux, et des revues de cinéma qui titraient donc cette année-là: «Le cinéma est mort». Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est que finalement le cinéma, il faut différencier à la fois les films de l'institution. Les salles de cinéma, effectivement, perdent des spectateurs. Par contre, les films ne sont jamais aussi bien portés. Au cours des années 80, notamment la fin des années 80, vous avez le magnétoscope qui se démocratise. Les vidéoclubs, on loue énormément de films, on regarde beaucoup de films, on fait des records d'audience à la télévision, mais effectivement, on va moins en salle. Vous avez quand même des films qui continuent à faire des records. En 93, vous avez la sortie des Visiteurs, où on va avoir plus de 12 millions d'entrées dans les salles. Et il va falloir attendre à partir de 97-98, cette fois-ci, pour commencer à avoir de nouveau un mouvement ascendant en termes d'entrée de spectateurs, pour arriver donc, sur les nouveaux records qu'on a eu dans les années 2010, où fréquemment on dépassait les 200 millions d'entrées. Voilà. Et jusqu'à 2019, la crise du Covid, et ensuite les cinémas ont des difficultés pour essayer de se rapprocher de ce chiffre. Mais il s'est quand même à nuancer parce que en France, en 2024, si la France a concentré seulement 180 millions d'entrées dans les salles de cinéma, ça reste quand même l'un des meilleurs chiffres au niveau donc, de l'Union européenne, hein. C'est le premier film, c'est le premier pays. Le deuxième reste l'Allemagne, mais c'est seulement 90 millions d'entrées, alors qu'en Allemagne, on a plus d'habitants qu'en France. Et on a vraiment donc les Français sont très attachés à leur salle de cinéma et sont très attachés aussi donc à aller voir des films. Mais avec le développement en fait des grands multiplex, on change. Avant, on sortait pour aller voir un film. Aujourd'hui, on sort plus pour faire une sortie. Et à l'occasion de ces sorties, on va peut-être aller voir un film. Alors, au début des années 90, on va avoir le développement en fait, du son numérique dans les salles. Alors, vous avez deux procédés qui vont sortir. Un procédé français qu'on appelle le LC Concept, donc où le son, cette fois-ci, va être attaché à la pellicule, mais depuis un disque dur. On a plus de décalage entre le son et l'image, alors qui était quasiment inaudible, mais ça permettait de passer d'une pellicule à l'autre. Tous les cinémas vont s'adapter et on va vraiment avoir cette évolution. Quand on parlait par exemple, du nombre d'enceintes qu'on pouvait avoir dans les salles de cinéma, vous avez Dolby Atmos qui va se développer en 2012. Cette fois-ci, on peut aller jusqu'à 13 entrées sonores. Vous allez avoir toute une série d'enceintes sur les côtés, à l'arrière, au plafond également. Et aussi, cette fois-ci, avec le son numérique, ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire que vous avez une intelligence artificielle qui est utilisée pour, si jamais une enceinte ne fonctionne pas, pour pouvoir redistribuer le son de cette enceinte-là sur les autres. Et le cinéma numérique va aussi donc s'imposer au cours des années 2000. Si en 2005, vous avez seulement 1% des salles de projection qui sont équipées d'un projecteur numérique, on va vraiment avoir une accélération à partir de la sortie d'Avatar en 2009. En 2011, on arrive quasiment à 50% des salles de projection. Et ensuite, en 2014, ça va être 99% des salles de projection donc, qui projettent en numérique. Ça veut dire qu'on n'utilise plus de la pellicule, mais ce qu'on appelle un DCP. Donc finalement, c'est un grand disque dur qui arrive. Et ce qui permet aussi un gain de temps, c'est-à-dire qu'avec le son numérique, on peut passer très facilement, cette fois-ci, d'une version française à une version originale pour les projections. Il y a une longue histoire de cycles de cinéma ponctuels au cœur salle.
C'était en 35 mm avec donc des appareils. C'était un cinéma qui était équipé avec un appareil de projection professionnel en 35 mm. 35 pellicule est toujours là, mais on peut plus s'en servir parce qu'on n'a plus de projectionnistes pour le faire. Et puis c'est de plus en plus difficile d'avoir des pellicules. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de le faire numérique. Et puis on est aussi équipé avec un projecteur numérique 4K comme n'importe quelle salle de cinéma. Alors, toute industrie cinématographique va donc s'adapter au numérique. On va donc commencer à avoir toute une série de films qui sortent, hein. Alors, vous avez eu certaines séquences qui sont tournées en numérique pour Star Wars épisode 1. Star Wars épisode 2 va être tourné entièrement en numérique. C'est le premier film américain entièrement numérique. Par contre, vous avez d'autres films, cette fois-ci en 2001. Cette fois-ci, c'est des films français. Vous en avez deux qui ont été tournés en même temps, mais qui ne sont pas sortis. Alors, on retient souvent Vidocq de Pitof, qui, voilà, qui est ce qu'il est. Eh Bernard, c'est quoi cette horreur? Ah oui, là, il y a un petit problème. Au moins, on peut féliciter la démarche. Mais vous avez aussi L'Anglaise et le Duc d'Éric Rohmer. Souvent, c'est des films d'Éric Rohmer. On ne pense pas que c'est forcément des films tournés en numérique, etc. Il a été tourné entièrement en numérique. Et notamment, vous avez des reproductions des peintures de l'époque de la Révolution française, où vous avez les personnages qui sont incrustés à l'intérieur et ce qui donne des plans d'ensemble absolument magnifiques. Alors, dans les années 2010, on va avoir tout à fait une grande révolution. Cette fois-ci, vous avez le développement des plateformes de streaming qui vont aussi donc s'accaparer de plus en plus de parts du marché dans les films. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en 2011, on va commencer à avoir un bouleversement. C'est-à-dire qu'avant, on avait plus de jeunes qui allaient au cinéma et moins de personnes de plus de 50 ans. Et à partir de 2011, on a plus de personnes de plus de 50 ans qui vont au cinéma que des jeunes entre 15 et 25 ans. Et tout ça, en fait, ça s'inscrit dans un programme qui est beaucoup plus large. C'est-à-dire que dès les années 80, on avait pris conscience de cet enjeu dans un monde en fait qui est dominé de plus en plus par l'image, du besoin en fait d'éduquer à cette image. Donc dans les à la fin des années 80, vous avez le CNC avec les différentes collectivités territoriales qui vont financer en fait des projets comme école au cinéma, collège au cinéma et lycéens et apprentis au cinéma pour justement apporter cette culture cinématographique et aussi cette habitude aux élèves. Parce qu'effectivement, avant, si on sortait au cinéma pour aller voir un film, aujourd'hui c'est plus pour un loisir. On fait d'autres choses et peut-être qu'on ira voir un film. Et aujourd'hui aussi, il y a vraiment entre les 15 et les 25 ans, c'est qu'on a pris l'habitude de regarder des séries, de regarder des films en fait sur un téléphone portable. Et ça va demander en fait au cinéma de pouvoir s'adapter. On a alors, différentes idées. Vous avez, comme nous sommes ici dans une salle en IMAX, où cette fois-ci on aura vraiment une expérience qui va être décuplée devant un film, mais aussi on a d'autres aspects. Vous avez dans le dernier rapport du CNC qui date de 2025 sur la pratique cinématographique des Français, on remarque que vous avez un tiers des spectateurs qui se rendent au cinéma et qui apprécient les différentes animations qui sont organisées, qui peuvent être des présentations de films, qui peuvent être des débats, qui peuvent être des ciné-clubs. Et c'est vraiment là aussi où les salles de cinéma vont pouvoir se moderniser et cette fois-ci de proposer finalement quelque chose de beaucoup plus humain. Et finalement, ce qui rejoint ce qu'on appelle, c'est un concept qui a été développé aux États-Unis par une philosophe américaine, d'émotion démocratique. Justement, le cinéma, ça nous permet de découvrir des histoires, de découvrir une empathie. Et ça va être toute la discussion qui est autour des films qui va justement créer de l'engouement et va pousser en fait les spectateurs à se rendre dans des salles. Je peux parler par exemple d'une expérience personnelle, mais quand j'étais voir le film Sirat, bon déjà j'étais sidéré à la fin de la projection, mais mes amis qui ont été le voir à d'autres séances en ont aussi parlé. C'est la première fois que tous les spectateurs restent pendant le générique de fin, que tout le monde est encore assis lorsque les lumières se rallument. Et finalement, si on est en petit groupe, on discute du film en petit groupe. Et si on était voir le film seul, finalement, on va croiser un regard d'un autre spectateur et on va un peu évoquer tout ce qu'on a ressenti avec cette personne qu'on ne connaît absolument pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas quand on regarde des films en streaming. Et aussi, peut-être en guise un peu de conclusion ou d'ouverture, c'est que le cinéma, ça reste quand même un art qui est assez récent, contrairement aux autres. Seulement 130 ans cette année. Et c'est bien quand on a cette définition d'un cinéma, donc une projection publique payante, peut-être que ça va évoluer et finalement peut-être que le kinétoscope va devenir la véritable date du début du cinéma si les plateformes gagnent contre les salles de projection et qu'on regarde plutôt sur un téléphone. Mais on prédit souvent en fait la mort des salles de projection, mais à chaque fois elles sont capables de se réadapter et le public revient. On a vraiment des cycles qui sont comme ça. Alors effectivement, ici, on était un peu dans un cycle un peu descendant, mais je pense qu'on va vraiment avoir cette fois-ci un cinéma qui va se développer de nouveau, en espérant que ça va rester toujours une expérience populaire, comme le cinéma l'a toujours été.
Alors le Cursal n'est pas représentatif parce que ce que je lis au niveau national, c'est que et cette année, il y a moins 150% d'entrées par rapport à l'année dernière, ce qui est absolument considérable. Et nous, au Cursal, on ne perd pas. Donc c'est lié à justement ce que je te disais, à une façon différente de programmer avec cette logique de festival, de thématiques, de rétrospectives et de zoom comme ça sur des cinématographies très particulières, de partenariat aussi, ce travail avec les spectateurs, voilà. Donc tout ça fait qu'on a une dynamique qui s'entretient, qui se maintient et qui élargit aussi. Alors après, voilà, on n'explose pas, mais on se maintient. Donc finalement, globalement, par rapport à ce qui se dit autour, c'est vrai que c'est un peu difficile pour tout le monde, quoi. Notamment sur le cinéma qu'on défend, savoir un cinéma qui effectivement ne fait pas d'entrée, quoi. D'accord. Les gros films qui font des entrées, c'est pas moi qui les sors. On aurait vraiment besoin d'une salle comme celle dont on pourrait rêver maintenant et qui peut-être existera dans 20 ans, mais qui soit vraiment un lieu où la question de la place du spectateur soit vraiment posée, pas uniquement en termes de rentabilité et de commerce, mais vraiment dans le rapport d'un spectateur à un art et à des films et à ce que ça peut provoquer. Un lieu où on pourrait venir s'installer, où on pourrait venir boire un verre, manger, regarder des films en streaming, pourquoi pas, venir discuter, s'organiser des petits salons pour parler après les films, avoir des moments de rencontre, des choses comme ça, à géométrie variable, qui est une vraie dynamique, que ça bouillonne, qu'on puisse s'y croiser, s'y installer, aller voir des films en salle, mais aussi lire des bouquins sur le cinéma, pourquoi pas cinéma dans une médiathèque. Malheureusement, la question s'est jamais posée. Donc oui, la salle pour moi dans 20 ans, c'est la salle qu'on n'a pas encore aujourd'hui, qu'on devrait avoir aujourd'hui et qu'il faut absolument mettre en place le plus possible un peu partout pour continuer à faire exister des lieux d'échange et des lieux où la diversité, des écritures, la diversité des formes, on puisse être aussi conscient de cette chance-là. Alors nous venons d'avoir le point de vue certes très artistique du cinéma, mais on peut pas nier qu'il y a quand même un grand aspect commercial. Les salles aujourd'hui poussent de plus en plus à l'expérience premium et immersive. Évidemment, cela pousse à une projection à un niveau inégalé et très technologique, mais va coûter forcément beaucoup plus cher. En France, une séance IMAX dans un pâté, c'est environ 25 €, alors qu'au Majestic de Dole, c'est 17 €. Bon, c'est toujours cher par rapport à une séance classique, et ça devient donc une sortie exceptionnelle. Bon, alors je vais faire l'avocat du diable quelques minutes, parce que pour moi, une séance IMAX, c'est un niveau inégalable de visionnage. L'image est beaucoup plus grande en haut et en bas, et elle est d'une qualité maximum. Et le système son, lui, dépasse tout ce qui a pu être conçu auparavant. D'un point de vue technique, les pellicules IMAX utilisées dans Sinners ou l'Odyssée font vraiment une grande différence par rapport à une image numérique. Bon, il existe aussi les salles 4DX pour renforcer un maximum l'immersion avec des sièges mouvants et des effets d'eau, de fumée, de lumière, etc. Mais à mon sens, je trouve que la 4DX dessert plus qu'autre chose un film, et je le dis en ayant vu F1 en me prenant des coups dans le dos, de l'eau dans les yeux et un torticolis en sortant. Et bon, ce qui est sûr, c'est que le cinéma, aussi immersif qu'il puisse être, sera toujours un pont entre les générations. Il y a des moments que l'on ne vit que dans une salle de cinéma. Et par là, je veux parler d'un public qui réagit, de peur à un héros qui frôle la mort, ou de 3 générations de spectateurs retrouvant leur héros d'enfance dans un seul et même film. Et autant un film peut être critiquable sur plein d'aspects, il n'y a qu'au cinéma ou dans une salle de concert que l'on peut retrouver ces dynamiques communes entre de parfaits inconnus vivant une même joie, un même rire, un même pleur, un même dégoût parfois, ou une même surprise. Et ça, c'est quelque chose que Netflix, Amazon, Disney+, et tant d'autres n'arriveront jamais à recréer. Et c'est pour cela que le streaming a perdu.